Merci. Et donc, c'est à moi de remercier le musée de Nîmes pour cette invitation à parler d'un sujet qui me tient à cœur à l'occasion de cette belle exposition que je viens de voir sur Gaulois mais romains, un certain nombre de pièces du musée d'archéologie nationale que je connaissais dans leur scénographie de Saint-Germain-en-Laye, mais qui acquièrent évidemment un autre sens une fois qu'ils sont mis ici dans une nouvelle scénographie et avec un certain nombre de panneaux qui en éclairent le sens, avec également, ça je n'en parlerai pas du tout au cours de cette conférence, avec cette chose très nouvelle qui est la Villa La Millière, vous l'avez vu, et sa voûte d'arête représentant les saisons. Mais je m'arrête ici parce que je ne parlerai absolument pas de ça, ce n'est pas mon sujet, mais uniquement pour vous dire mon admiration devant cette belle exposition qui dure encore un certain temps. Très bien. Pour moi, je vais vous parler d'un thème qui apparaît également dans cette exposition, les lieux de culte et les pratiques rituelles en Gaule romaine, mais vous allez voir que je vais les aborder sous un angle un peu particulier, le point de vue d'un archéologue, avant tout. Comme vous le savez sans doute, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'étude des religions antiques était menée presque uniquement à partir des textes qui nous sont parvenus de cette période. Des textes issus de la tradition manuscrite, des textes littéraires, historiques, techniques, et aussi, bien entendu, les inscriptions, des dédicaces. Ces textes sont en réalité, pour la Gaule, beaucoup moins nombreux que pour Rome, l'Italie ou pour d'autres régions du monde romain. Nous avons un certain déficit de textes littéraires, à part un certain nombre de textes que l'on invoque toujours, César, bien sûr, mais aussi Lucain, mais aussi Tacite pour la Germanie et quelques autres. Quant aux inscriptions, elles ne fournissent en général qu'un petit nombre de renseignements. Le théonyme, c'est-à-dire le nom de la divinité, au datif, c'est une inscription qui dit que telle chose a été offerte à tel dieu. Le théonyme, donc, au datif, qui est souvent accompagné d'une épithète divine, d'une épiclèse, comme on dit techniquement, qui, en Gaule, est souvent d'origine celtique. Et vous avez ici l'exemple d'un sanctuaire dans l'actuel département de Côte-d'Or qui était dédié à Apollon Vindonus. Apollon, c'est une divinité gréco-romaine bien connue. Vindonus, c'est au contraire une épithète, une épiclèse celtique qui n'est connue que là, si je ne me trompe, dans ce lieu de culte particulier. Et ensuite, vous voyez, je ne commenterai pas chacune de ces trois inscriptions, mais nous avons le nom du dédicant et éventuellement son patronyme, et enfin un formulaire stéréotypé sur lequel j'aurai à revenir, qui signale que le vœu a été acquitté, ici 4 lettres, VSLM, qui abrège la formule Votum soluit libens merito. Il s'est acquitté de son vœu de bon gré comme de juste. Et plus rarement, et si je ne me trompe pas sur ces inscriptions que je mets sur la diapositive, on voit apparaître l'occasion du vœu, ce pourquoi on a offert tel ou tel objet, ou encore d'autres renseignements. Alors on pense bien sûr aussi comme source documentaire également à l'iconographie et avant tout aux représentations divines. Je montre ici un autel parmi de nombreux autres qui sont dédiés à une déesse vénérée dans 2 lieux de culte de Zélande, donc dans les Pays-Bas du Sud, l'estuaire de l'Escaut et dans une certaine mesure du Rhin aussi, une déesse appelée Nealénia, avec une très riche, très intéressante iconographie, mais je n'insiste pas sur cette belle série, ce n'est pas mon sujet ce soir. Et puis il y a bien sûr les sources archéologiques qui sont de plus en plus sollicitées, qu'il s'agisse de structures, de bâtiments, des temples, d'autres bâtiments ou des aménagements du lieu de culte, l'autel, ou bien des mobiliers.
des artefacts, c'est-à-dire des objets fabriqués par l'homme, en particulier pour servir d'offrande. Et vous avez peut-être reconnu le trésor de Champoulet qui se trouve au MAN, au musée de l'archéologie nationale, et qui est donc dans cette exposition que vous pouvez admirer à quelques mètres d'ici. Et puis, il faut aussi tenir compte de ce qu'on appelle parfois des écofacts d'origine organique, comme les os animaux, les charbons de bois, les graines, etc., et dont l'archéologie se sert de plus en plus pour reconstruire un certain nombre de situations. Cette masse de documentation accumulée par la recherche archéologique est énorme et on peut dire qu'elle croît de façon exponentielle, entre autres avec le développement de l'archéologie préventive. Elle porte témoignage sur une ou des cultures matérielles d'une grande richesse et d'une grande complexité dont les autres types de sources, et en particulier les sources textuelles, disent finalement bien peu de choses, sinon rien. Et puis, cette documentation archéologique permet aussi de corriger un documentaire trop romano-centré, trop centré sur Rome, en faisant voir qu'il existe non pas une, mais des religions romaines, qu'il faut parler de religions romaines au pluriel, et en particulier de religions provinciales. Des religions provinciales au sens romain du terme, c'est-à-dire des cultes et des pratiques rituelles qui sont pratiquées par exemple en Narbonnaise et dans les Trois Gaules, en Germanie, dans les autres provinces, etc., qui sont en partie semblables à ce qui se pratique à Rome et en Italie, mais qui sont aussi en partie spécifiques, comme nous allons le voir. Alors, je vais aborder cela à travers deux études. D'abord, le temple et ensuite les offrandes. Je vais être plus long sur le temple, je passerai plus rapidement sur les offrandes, mais pour y revenir aussi, si vous le désirez, avec les questions. Alors, intéressons-nous d'abord à l'édifice de culte proprement dit, le temple, et il ne sera pas simplement ici question de formes architecturales, mais aussi et surtout d'agencement qui conditionnent la conception que l'on se fait de la divinité et des formes du culte. Alors, je rougis presque de mettre cette diapositive au tableau, vous connaissez ça mieux que moi, puisque de là où nous sommes, au musée de la Romanité, il nous suffit de nous déplacer de quelques centaines de mètres pour admirer le temple romain le mieux conservé de France, sinon, on peut le dire, du monde entier, à l'exception du Panthéon de Rome, mais qui a une forme tellement particulière qu'il est un peu hors classe. La maison carrée, donc vous l'avez toutes et tous reconnue. Et là aussi, je rougis presque de vous redécrire à nouveau la maison carrée que vous connaissez bien, qui est un temple sur podium, qui est un temple romain typique. Et c'est pour ça que j'en parle avant de parler de temples romains plus atypiques. Un temple sur podium, ordre corinthien, avec 6 colonnes en façade. On dit donc techniquement qu'il est hexastyle. Et surtout, il est pseudo-périptère, c'est-à-dire qu'il est pourvu d'une fausse colonnade sur les côtés. Cette colonnade est plaquée contre les murs de la cella, de la salle qui abritait là où les statues de culte, les colonnes n'étant libres qu'en correspondance du vestibule du pronaos. Vous savez aussi peut-être que ces temples pseudo-périptères sont une invention ou une réinvention de l'architecture romaine au IIe siècle avant Jésus-Christ, à partir, disons, du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, et que beaucoup des temples de Rome, en particulier à l'époque augustéenne, vont être pseudo-périptères. Et de fait, la maison carrée, qui a été élevée, maintenant on est à peu près d'accord pour le dire, dans la première décennie de notre ère, est une réduction du temple d'Apollon in Kirko à Rome, dans le champ de Mars, ou encore d'un autre temple d'Apollon élevé sur le Palatin par Octave, le futur Auguste. Donc un temple qui adhère parfaitement au modèle romain. Cependant, malgré l'extraordinaire qualité de l'ensemble, détail qui nous montre qu'il s'agit d'un temple provincial qui, par exemple, est édifié par un atelier qui serait venu de Rome. Le choix du matériau. Nous n'avons pas de marbre, mais du calcaire. Nous avons
certaines maladresses, toutes relatives, dans la taille des chapiteaux, qui montrent qu'on a affaire, donc, disais-je, à un temple provincial qui n'a pas été réalisé, par exemple, par un atelier urbain, comme on dit, qui serait dépassé de Rome. Mais, et c'est ça qui m'intéresse davantage encore dans cette présentation, la maison carrée, c'est le temple du Forum de Nîmes, et je vous montre ici une belle maquette qui figure. Ah, je suis désolé. Voilà, je vous montre ici. Est-ce que vous m'entendez mieux? Vous ne m'entendez pas plus mal. C'est bien. Je vous montre ici une belle maquette que vous pouvez admirer au Musée de la Romanité, cette fois-ci dans les collections permanentes. Le temple du Forum de Nîmes, à l'extrémité de l'axe longitudinal du Forum, en position focale. C'est vers lui que convergent tous les regards. Le Forum et son temple sont le signe le plus tangible de la romanité de la Colonia Augusta Nemosus, la colonie augustéenne de Nîmes. Et ce modèle du temple pseudo-périptère sur le Forum, on va le retrouver ailleurs en France, par exemple à Feurs, à Augst, enfin Augst en France, mais en Gaule, hein, dans l'une des Gaules, Rodez, Saint-Bertrand de Comminges. Mais il faut dire, dans bien des cas, parce que les centres urbains d'aujourd'hui ont recouvert les centres antiques, le Forum est sous le centre urbain et les temples du Forum ont été trop arasés pour qu'on puisse leur attribuer un type précis. Et c'est le cas, par exemple, du Forum de Lutèce, qui se trouve, vous le savez, pratiquement sous la rue Soufflot, avec des restes dans un parking souterrain. Autre exemple, à Vienne, sur la rive droite du Rhône, un temple qui est presque aussi remarquablement conservé que la maison carrée, clôt l'axe perspectif du Forum. Alors, que je ne me trompe pas. Enfin, de toute façon, je n'avais pas... Le voilà, bien sûr. Et vous le connaissez toutes et tous. C'est le temple de Vienne. Ce n'est pas qui a été conservé parce qu'il a été transformé en église au Moyen-Âge, Notre-Dame de la Vie. Alors, ce n'est pas, cette fois-ci, un pseudo-périptère, mais c'est un autre type de temple typiquement romain, avec une colonnade libre sur les côtés, sauf sur la face arrière, et donc, comme on le dit techniquement, un périptère sine postico. C'est par exemple le type de du temple de Vénus Gélétrix sur le Forum de César. Les temples des forums de Nîmes et de Vienne sont tous les deux consacrés à des membres de la dynastie augustéenne, même si la restitution et dédicace posent des problèmes, seuls ayant été conservés les trous de scellement des lettres de bronze qui formaient l'inscription. Ainsi, et c'est sur cela que je voulais insister, le Forum, le temple sur le Forum, constitue le marqueur le plus éminent de la présence des dieux de Rome au cœur des cités des Gaules. Mais il y en a d'autres. À Lyon, par exemple, en dehors du Forum, mais en plein espace urbain. Ah, non. Alors attendez, qu'est-ce que je fais? Je suis revenu en arrière. Voilà. Donc, en plein espace urbain, ici, un temple que l'on attribue d'habitude au culte de l'empereur divinisé et des membres de sa famille, est érigé vers 15 avant Jésus-Christ sur 4 îlots d'habitation qui ont été préalablement nivelés. Il est enserré par un portique à 3 branches sur cryptoportique et précédé de propylées. Il a été récemment restitué comme un temple périptère, cette fois-ci avec une colonnade libre sur 4 côtés. C'est le deuxième plus grand temple de Gaule, après le Capitole de Narbonne, qui ne peut être pas en réalité un Capitole, ça c'est son nom traditionnel, et il devait donc surplomber
par sa masse les îlots d'habitation avoisinants et ainsi imposer l'idée de la majesté de Rome et de ses représentants divins. Et puis, toujours à Lyon, mais cette fois en dehors de l'emprise de la colonie proprement dite, le sanctuaire fédéral, l'hôtel fédéral où les 60 cités gauloises se réunissaient une fois par an. Il a été érigé en 12 avant Jésus-Christ, au confluent de la Saône et du Rhône. Et au départ, il n'existait qu'un grand hôtel qui est connu par des sources littéraires, Strabon en particulier, et puis par des représentations monétaires comme celle-ci, très nombreuses. On sait à peu près où le placer, quelque part par ici, mais il existe en réalité des hypothèses archéologiques divergentes dans le détail desquelles je n'ai pas le temps de rentrer maintenant. Il n'est donc pas attesté archéologiquement directement. Un amphithéâtre, lui, est bien connu, qui vient probablement se placer à quelque distance dès 19 après Jésus-Christ, et c'est bien la preuve qu'un grand lieu de culte de ce type a également besoin d'espaces annexes comme lieu de réunion, de spectacle et de prestige. Et par contre, là, au même endroit, un temple ne sera ajouté qu'au IIe siècle de notre ère, peut-être sous l'empereur Hadrien, à en juger par les inscriptions qui ne commencent à le mentionner qu'à partir de cette date, mais là aussi, il n'est pas attesté archéologiquement. En tout cas, c'est l'occasion de rappeler, pour moi, de vous rappeler qu'un lieu de culte antique ne se réduit pas au temple. Le temple abrite la statue divine, mais la plus grande partie des rituels se passe dehors, le sacrifice avant tout. La présence d'un édifice consacré n'est donc pas indispensable, l'autel suffit parfois, et c'est bien le cas de l'autel du Confluent au 1er siècle de notre ère. On l'appelle l'autel des Gaules, l'autel de Rome et d'Auguste. C'est le même dont on parle bien sûr. Et puis, cet autre temple, le temple du culte impérial dans l'espace urbain, cette fois-ci, de Lyon, dont j'ai parlé juste avant, il était lui aussi pourvu d'un autel axial, ici, dont on a retrouvé la vaste fondation carrée de 7,60 m de côté. Donc, un temple classique, romain, avec des sacrifices tout à fait classiques aussi. Mais à vrai dire, ces temples de type romain, sur podium, avec pronaos et cella, on les retrouve un peu partout en Gaule, et pas simplement sur les forums. Dans la périphérie des villes, dans des lieux de culte d'agglomération de toute taille et de tout statut. Je prendrai un seul exemple à Antigny, dans la Vienne, sur le territoire du peuple des Pictons. Un temple classique d'ordre corinthien, prostyle tétrastyle, c'est-à-dire avec des colonnes uniquement en façade et qui sont 4, est édifié dans la première moitié du IIe siècle de notre ère, dans un lieu de culte préexistant. Alors, j'ai caché en partie, et avec intention d'ailleurs, ce lieu de culte préexistant, mais vous voyez, c'est presque plus simple pour moi, je veux dire, de me lever. Vous voyez ici ce temple à pronaos et naos et la restitution tridimensionnelle qui en a été proposée. Plusieurs éléments du décor architectural ont été conservés. Au centre du fronton ouest, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais si quand même probablement, un aigle dans une couronne de chêne. Et au-dessus, dans le décor architectural, vous avez des rampants du fronton, vous avez des petites métopes, appelons-les comme ça, même s'il s'agit d'ordre corinthien, avec un motif qui n'est pas immédiatement lisible, mais qui est en réalité celui de la louve romaine allaitant les jumeaux Romulus et Rémus. Une allusion donc au mythe fondateur de Rome. Bref, et j'y reviens,
rien semble-t-il de plus adhérent à l'idéologie politique et religieuse de l'Empire. Et toutefois, dans le même lieu de culte, dont je vous présente cette fois-ci le plan complet, vous reconnaissez le temple classique que je viens de vous montrer, et à côté, un autre temple qui était antérieur. Les deux n'ont pas existé en même temps et qui présentait un plan complètement différent. Je vous montre une vision de ce temple réduit à l'état des fondations et avec plusieurs phases superposées qui se présentaient comme deux carrés emboîtés l'un dans l'autre. Au centre se trouve la cella et enserrée par une galerie périphérique. Trouver côte à côte des temples de types différents, à pronaos et cella d'une part, à plan centré d'autre part, donc présentant deux figures géométriques emboîtées, n'est pas exceptionnel et je vous en donne toute une série d'exemples sur ma diapositive. Ils peuvent ne pas avoir la même chronologie, comme à Antigny donc, ou encore ici à Loubert dans le Tarn, où le temple à Pronaos ici est antérieur et n'a pas existé au même moment que le temple à plan centré. Mais ils peuvent aussi être strictement contemporains, en particulier à Alba la Romaine, que vous avez ici, ou encore celui-ci, mais le plan date d'il y a quelques mois et nous avons fouillé depuis en complétant le plan. Voilà, ça c'est une fouille que je mène au sein d'une petite équipe depuis 2022 à Montferrand, dans l'Aude, et nous avons mis, alors vous voyez, ils sont arasés au niveau des fondations, nous avons mis au jour deux temples, dont l'un est à plan centré. Les murs ont été en partie spoliés et récupérés, mais sont encore bien visibles, et un temple à pronaos et naos, qui en a lui-même recouvert un troisième qui était antérieur. Ils sont contemporains, ils présentent les mêmes techniques de construction, ils sont orientés de la même manière, leurs façades sont alignées. Ces temples à plan centré, donc de formes géométriques emboîtées l'une dans l'autre, sont ceux que l'on trouve le plus fréquemment en Gaule romaine. On ne les trouve jamais sur les forums des capitales de cité, on les trouve rarement dans les chefs-lieux de cité, mais ailleurs que sur le forum, on les trouve plus souvent en périphérie ou bien dans des agglomérations d'importance secondaire ou enfin à la campagne. On s'est aperçu, voilà plus d'un siècle, que ce plan très particulier était typique de la Gaule et des régions limitrophes et qu'il était très récurrent. On attribue souvent la mise en évidence de cette catégorie particulière d'édifices sacrés à un érudit normand, Léon de Vély. Celui-ci publie en 1909 un petit volume intitulé « Les Fanas » ou Petits temples gallo-romains de la région normande. Il y met en série des temples qu'il a fouillés lui-même ou que d'autres érudits ont fouillés avant lui, dans la même région. Il met en évidence qu'ils présentent tous un plan identique, de carrés ou des rectangles tendant vers le carré, emboîtés l'un dans l'autre et souvent précédés par un escalier de quelques marches. Et c'est Léon de Vély qui adopte une appellation qui est celle de Fana, Fanum au singulier, Fana au pluriel. Et cette appellation est impropre, on l'a vu depuis très longtemps. Fanum est en fait l'un des mots très génériques qui en latin veut dire temple. Mais en fait, depuis le XIXe siècle, on appelait souvent Fanum un temple gallo-romain parce que le terme était récurrent dans la toponymie française, le moulin du Fa, Fangeau, Famars, etc., etc. Et aussi parce que les premiers auteurs chrétiens appelaient Fanum les sanctuaires païens que les Saint-Martin, par exemple, mettaient à bas. Et par ailleurs, avant Léon de Vély, en réalité, c'est ce que j'ai pu établir, d'autres savants avaient constaté la récurrence de ce plan centré, un grand précurseur de l'archéologie normande, Arcis de Caumont, mais aussi
un archéologue et historien de l'art suisse, Albert Naef, qui, en publiant un petit temple carré trouvé par lui à la pointe d'Harfleur en 1893, a eu l'idée, le premier, de le rapprocher d'autres édifices de même plan, ceux qui avaient été mis au jour l'année précédente, en 1892, par le chanoine Mauger à Champigny-les-Langres. Vous voyez, c'est lui le premier qui a l'idée que ces temples, eh bien, ils ont le même plan. L'appellation Fanum s'est imposée dans la littérature spécialisée francophone et elle est commode, quoique impropre. Quant à l'intuition de Veli et de ses prédécesseurs, elle s'est révélée féconde et largement confirmée par la suite. Nous connaissons environ aujourd'hui 1 millier de temples à plan centré, non seulement carrés ou rectangulaires, je vous en montre quelques exemples, mais également ronds ou polygonaux, qui sont spécifiques des provinces du nord-ouest de l'Empire romain, les Gaules, la Germanie, la Grande-Bretagne. Nous les connaissons par la fouille, mais aussi à partir des années 50 du XXe siècle par la prospection aérienne, qui a révélé un très grand nombre de traces au sol d'édifices à plan centré, immédiatement interprétés comme des temples grâce à leurs plans caractéristiques. Alors, quelle est l'origine et le sens de cette forme architecturale si particulière? On a cherché des antécédents gaulois sans aboutir jusqu'ici, je crois, à des résultats convaincants d'un point de vue archéologique. À l'inverse, l'idée d'une création d'époque impériale ne résiste pas à l'examen, puisque le premier Fanum, le premier temple à plan centré bien daté, celui de Vieille Toulouse, est sûrement antérieur à 10 avant Jésus-Christ, et on doit probablement même le mettre en rapport avec une inscription de 47 avant Jésus-Christ. En tout cas, ces commanditaires et les techniques de construction renvoient bien davantage à Narbonne et à l'Italie républicaine qu'à la Gaule celtique. On a également invoqué 2 passages d'auteurs grecs, l'un de Strabon, l'autre de Posidonius, cité par Athénée. Et Posidonius, ou Poséidonios, comme vous préférez, dit que les Gaulois vénéraient leur dieu en tournant ou en se tournant vers la droite. D'ailleurs, il ne dit pas qu'ils vénéraient leur dieu, il dit qu'ils se prosternaient devant, ce qui est encore autre chose. Mais, bref. Mais rien ne dit que Poséidonios fait ici allusion à une circumambulation autour de la cella dans la galerie périphérique qui l'entoure. On a cherché des confirmations archéologiques, par exemple, dans les traces d'usure, c'est ce que je vous montre sur ma diapositive, autour des 2 celles-là du temple de Puy-Lothar dans le Limousin, mais il s'agit de traces labiles et qui peuvent être différemment interprétées. Je crois pour ma part que pour comprendre de manière satisfaisante le fonctionnement du temple à plan centré et son impact visuel, il faut passer du plan à l'élévation. Le plus souvent, les archéologues ont affaire à des vestiges arasés ou aux traces au sol que documente la photographie aérienne. Nous réfléchissons souvent sur des plans, alors que la réalité est évidemment à 3 dimensions. Il faut toujours faire l'effort de restituer les bâtiments dans leur élévation. Au début du XXe siècle, donc, Léon de Veli, dans le livre que j'ai cité, proposait de restituer un bâtiment trapu, presque 2 fois moins haut que large, avec un toit pyramidal en pavillon recouvrant l'ensemble du bâtiment. Sa restitution pose d'autres problèmes que je ne détaille pas ici. La question de l'élévation de la cella a été résolue quelques années plus tard, loin de la Normandie, en Allemagne, dans la région rhénane. En 1913-1918, pendant la Première Guerre mondiale, et ça explique un certain nombre de choses aussi, les fouilles du lieu de culte des Matronae Vacalineae, près de Pêche, à moins d'une quarantaine de kilomètres de Bonn, ont apporté une contribution décisive à ce problème. L'un des édifices, comme vous le voyez, la 2e phase du site cultuel, est un temple à plan centré. Dans la publication qui a été réalisée par Hans Lehner en 1919, les restitutions des monuments sont dues à Rudolf Schulz, qui était architecte de la ville de Bonn. Selon Lehner,
Schultze a effectué sa propre restauration graphique, indépendamment de celle de Léon de Velly, et il aboutit, vous le voyez, à un résultat très différent, avec une cella surélevée en forme de tour, ceinturée sur les 4 côtés par une galerie moins haute, à colonnade toscane en pierre, couverte d'un toit en appentis. La surélévation de la cella au-dessus de la couverture du portique permet d'y placer 4 fenêtres par côté, ce qui éclaire l'intérieur de haut. Par la suite, et toujours au dire de Lehner, l'hypothèse de Schultze aurait reçu une brillante confirmation grâce à la prise en compte d'un autre monument, le temple dit de Janus à Autun. Mais il est clair, à mon sens, que le modèle de Schultze, qu'il ne cite pas, c'est l'ensemble des relevés de Jean Roideau d'Éléage, qui était un homme du XIXe siècle, architecte voyer de la ville d'Autun, des plans conservés à la bibliothèque de la Société éduenne, la Société savante d'Autun. La différence la plus notable tient à la délimitation de la galerie périphérique, que Roideau d'Éléage restitue comme un mur plein et Schultze comme un portique. À cela près, c'est bien à Roideau d'Éléage que l'on doit la première restitution en élévation correcte d'un temple gallo-romain à plan centré. Mais il faudra attendre des articles récents, Duval, Cognam, Palasca, Dutu, pour que la contribution décisive de Roideau d'Éléage soit enfin reconnue. Et donc, 2 élévations du même type, mais des hauteurs très différentes pour 2 temples à plan centré. Le mur sud de la cella du temple de Janus, quoique étété, culmine encore à plus de 22 mètres de hauteur, 22 mètres 72 exactement. Une hauteur totale de 29 mètres, couverture comprise, est supposée par Palasca. Excusez-moi. 29 mètres au fait. En faisant l'hypothèse d'une pente de toit identique pour la galerie périphérique et la cella. Et celle-ci dépasse donc d'à peu près 16 mètres la toiture en appentis du portique. Bon, je passe assez rapidement, alors que le temple de pêche serait beaucoup plus trapu, d'après Schultze. On a donc 2 solutions divergentes, une hypothèse haute et une hypothèse basse, qui continuent, à vrai dire, à diviser les spécialistes. Et vous verrez des restitutions de temples à plan centré, de Phanom, de Phana, quand vous préférez, certaines avec des cellas tours très hautes, et d'autres où, au contraire, les élévations restituées sont beaucoup moins hautes. On retrouve la même oscillation entre restitution haute et restitution basse pour les temples à plan centré circulaires ou polygonaux de Gaule et de Germanie, qui ont fait l'objet, en 1933, d'une étude pionnière de Harald Köthe. Ils appartiennent à la même catégorie que les Phanom carrés, parce que, comme eux, ils se composent de 2 formes géométriques emboîtées, l'une dans l'autre, la cella au centre et la galerie périphérique en général portiquée, mais pas toujours. Le plus célèbre de ces temples ronds, c'est donc la tour de Vaisonne à Périgueux, qui n'est autre que la cella d'un temple rond et qui s'élève encore à 24 mètres et demi au-dessus du sol du jardin qui l'entoure actuellement, avec une restitution supposée de 32 mètres. Inversement, Köthe, et je vous montre sa restitution ici, se contentait d'une restitution modeste, trop modeste à mon sens, pour le temple octogonal d'Apollon Mauritius. Seulement 13 mètres d'élévation pour 20 mètres de diamètre et des colonnes seulement aux angles de l'octogone. Le sanctuaire apollinien d'Alésia a été fouillé une première fois au début du XXe siècle et j'en ai repris la fouille avec mon équipe, voilà quelques années. J'en prépare actuellement la publication monographique et nous sommes arrivés, vous le voyez, à une restitution différente, plus élancée du temple octogonal qui était traversé par une canalisation. Qui menait les eaux d'une source proche jusqu'à des thermes situés en contrebas,
le temple était implanté sur le passage même de l'eau et signifiait qu'elle était la propriété de la divinité avant de devenir plus en aval, propre à l'usage profane. Alors, entre ces restitutions hautes et ces restitutions basses dont j'ai parlé, entre ces hypothèses minimalistes et maximalistes, c'est ce qu'il faut trancher. Je crois qu'on peut adopter une voie de compromis. Je ferai remarquer simplement que les temples les mieux conservés étaient encore appelés des tours dans la littérature antiquaire. La tour de Vaison à Périgueux ou encore la tour de la Gentois, c'est-à-dire le temple de Janus à Autun. C'est pourquoi la tendance est plutôt aujourd'hui à des restitutions hautes, parfois excessivement. 35 mètres pour le temple circulaire de Cahors, 33 mètres pour le moulin du Fat à Varzan. Le voilà. Un peu plus de 35 mètres de hauteur pour le temple, j'ai perdu, voilà, pour le temple de Chassenon. Les temples à plan centré de Gaule romaine se caractérisent bien par une cella tour en forme de tour surplombante. Et, alors vous me direz, voilà, je vous ai un peu assommé avec des mesures, avec des chiffres, mais ça a des conséquences qui sont importantes. On comparera avec les élévations comparativement plus modestes, les temples classiques. 17 mètres pour la maison carrée de Nîmes. Une quinzaine de mètres pour beaucoup de temples italiens. Même les temples de Rome sont moins hauts. Environ 26 mètres pour le temple de Marsultor sur le forum d'Auguste, ou un temple que tout le monde connaît sur le forum romain, le temple d'Ottona et Faustine. 26 mètres et 32 mètres pour le temple de Marsultor. Mais ce qui importe ici, ce sont moins les données chiffrées, même si elles sont impressionnantes. C'est plutôt de réaliser l'effet visuel, l'impact visuel que produisait la masse surplombante de la cella, la fonction de repère qu'elle assumait, visible au loin dans le paysage. Et cela permet aussi de comprendre ce que cela révélait de la divinité dont la statue était érigée dans la cella, peut-être même au centre de celle-ci, donc à la verticale du faîte. En effet, dans un temple romain sur podium, la statue de culte occupe l'extrémité de l'axe perspective de la cella, à l'opposé de la porte, sur une base plus ou moins surélevée. Par contre, dans les temples à plan centré de Gaule romaine, on ne trouve pas de podium ou de base contre la porte du fond, il y a quelques exceptions. En revanche, une base ou son négatif occupe souvent plus ou moins le centre de la cella. Par exemple, à Harfleur, à Champigny-les-Langres, à l'Albartal de Trèves, à Champallement ou encore au temple de Janus à Autun, et beaucoup d'autres exemples que je n'ai pas ici le temps de développer. À Loubers, dans le Tarn, ici, on a même une sorte d'édicule qui est enchâssée au centre de la cella et qui contenait la statue de culte dont on a trouvé des fragments en bronze. Parfois, comme à Crin, dans l'Yonne, ici, ou encore à Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans l'Eure, on trouve deux supports maçonnés qui pourraient être ceux d'une statue et d'une table d'offrande. Dans d'autres cas, on peut hésiter entre base de statue, base d'autel ou simple foyer. Et on sait que des aires de combustion ont parfois précédé, à la fin de l'époque gauloise, les cellas, au même emplacement. On ne peut donc trancher absolument entre les deux hypothèses, mais celle d'une statue de culte centrale paraît tout de même la plus vraisemblable. L'évolution architecturale du temple de Géninville, en Île-de-France, fait clairement voir qu'à deux types de temples distincts correspondent des placements différentiels de la statue de culte. On a d'abord un premier fanum à galerie, qui était ici, donc voici la cella, et on entrevoit la galerie périphérique, du milieu du 1er siècle de notre ère, et qui a été préservée sous l'une des cellas du temple double qui a été bâti dans la deuxième moitié du IIe siècle.
au centre de la cella la plus ancienne, ici, là, un rectangle délimité par des pierres devait correspondre à l'aménagement qui supportait le socle de la statue de culte, donc la statue de culte au milieu. Au contraire, les cellas du temple le plus récent s'organisent selon une perspective axiale, et dans la cella conservée, vous voyez une niche au fond et l'emplacement de la statue de culte. On a donc deux logiques très dissemblables dans la présentation du simulacre divin. Une fois, dans un cas, au bout de l'axe perspective, dans l'autre cas, au centre. En définitive donc, et c'est là où je voulais en venir, le phanome est centré sur la cella et la cella est centrée sur la base de l'effigie de culte. Davantage encore que dans le temple classique, le phanome, le temple à plan centré, est l'enveloppe qui met en valeur la statue et qui en signale la présence à l'extérieur. Les temples grecs ou encore romains imposent une progression axiale. Au dehors, les regards convergent vers le fronton qui surplombe le pronaos, tandis qu'à l'intérieur, la statue cultuelle est placée au fond de la cella. Dans le phanome, l'axe est vertical, la cella tour surplombe la statue de culte. Alors quelquefois, en général, on ne l'a pas conservée. Mais je me permets quand même, puisque nous sommes entre vous, de vous montrer ce que j'imagine pour Apollon Moritasgus à Alésia, la base au centre, et par-dessus, la statue de culte au centre. Mais nous avons d'autres temples de même forme où, effectivement, ce dispositif a Champallement en particulier. D'un autre côté, et ce n'est là qu'un paradoxe qu'en apparence, cette polarisation extrême que je viens de décrire de l'espace dans les lieux de culte de la Gaule romaine, qui est dominée par la masse surplombante de la cella au centre du phanome, eh bien, cette polarisation engendre quelquefois son contraire. Car il arrive que des temples à plan centré s'agglutinent les uns à côté des autres, voire entrent en composition dans des complexes architecturaux aussi peu classiques que possible, comme à Eubois-l'Abbé en Normandie. Vous voyez qu'il y a des temples à plan centré qui apparaissent aux quatre coins, le long des galeries, un peu partout. Certes, cette tendance à la duplication ou à la multiplication des temples est à l'œuvre un peu partout dans les mondes grecs et romains, mais à un degré moindre qu'en Gaule romaine, où la prolifération apparemment anarchique des phanomes, je serais presque tenté de dire comme des champignons, n'est pas rare. L'Albartal de Trèves, ce quartier religieux à la périphérie de Trèves, en est un exemple typique, mais il y en a d'autres. La raison, eh bien, c'est peut-être qu'à chaque image divine correspond une cella surélevée qui fait office de marqueur visuel. Il est temps de passer, mais rassurez-vous, je serai plus court, au deuxième point que je voulais développer. Les offrandes donc déposées dans les lieux de culte. Nous allons être confrontés à une problématique, et c'est pour ça que j'ai choisi, qui, à certains égards, est l'inverse de ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous nous sommes intéressés aux temples de Gaule romaine. Certains sont parfaitement conformes au canon romain, à commencer par la maison carrée, mais d'autres, les phanomes à plan centré, présentent un plan et une élévation spécifique qui n'ont pas d'équivalent ailleurs dans le monde romain. Et de quelque manière qu'on veuille l'expliquer, la singularité du temple gallo-romain saute aux yeux. Ce n'est pas un problème qu'on peut facilement escamoter. À l'inverse, les formes idéales et matérielles du don fait aux dieux révèlent une profonde adhésion au modèle romain, aux manières de penser et de faire qui ont cours en Italie et au-delà. Et les progrès récents de la recherche, je vous en montrerai quelques-uns, permettent de montrer que cette adhésion est plus précoce encore qu'on ne le croyait. Alors commençons par ce qui est bien connu et depuis longtemps, le vœu. Dans la religion romaine, le vœu est omniprésent, votum en latin. On ne cesse d'acquitter des vœux et d'en souscrire de nouveaux. Le pacte votif
est une promesse qui engage conditionnellement l'homme vis-à-vis de la divinité. Si tu m'accordes telle chose, alors je te donnerai telle autre chose, et cette autre chose, c'est l'offrande. Par exemple, sur cette belle dédicace de la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère à Bonn, en Germanie inférieure, trouvée dans un sanctuaire des matrones, c'est ce que vous avez sur la diapositive, un certain Agelaus, vétéran de la Légion I Minervia, s'acquitte d'un vœu qui a été fait aux dieux infernaux, Pluton et Proserpine, et il dit pro lumine suo, pro salute sua, pour sa lumière, c'est-à-dire pour son regard et pour son salut. Au-dessus du texte, le dieu Pluton assis, flanqué de Cerbère, mais tous les deux ont perdu leur tête. Le texte se conclut par l'abréviation qui commémore l'acquittement du vœu, Votum solvit libens, VSL. Il s'est acquitté de son vœu de bon gré, mais nous avons déjà vu que la formule la plus habituelle, c'était VSLM, Votum solvit libens merito. Le vœu avait à la fois un contenu très générique, pro salute, pour son salut, ce qui veut dire non seulement pour sa santé physique, mais aussi plus largement pour la bonne préservation de son état physique, social, financier. Mais le vœu de Agelaus a aussi une visée plus spécifique, un vœu pour la vue. Avait-il une maladie des yeux? On ne le sait pas. En tout état de cause, le formulaire répond pleinement aux conceptions romaines du vœu. Comme l'a par exemple souligné un collègue néerlandais, Tonderks, l'épigraphie des bases et autels inscrits en Gaule et dans la Germanie montre à quel point la pensée et la pratique contractuelle du votum romain sont désormais prégnants dans le quotidien religieux des provinces occidentales de l'Empire. Si les dédicaces votives insistent d'habitude sur l'acquittement mérité du vœu, merito, des témoignages plus rares nous renseignent quelquefois sur sa souscription, ce qu'on appelle en latin la nuncupatio voti, c'est-à-dire la promesse conditionnelle d'offrande. Le temple de Châteauneuf de Savoie a préservé de nombreux graffitis qui étaient incisés sur des enduits peints à l'extérieur de la cella, et on trouve en particulier des textes qui sont rédigés au futur et qui renvoient donc à l'horizon conditionnel de la promesse du vœu. Une fois que j'aurai, on ne sait pas combien de deniers, il y a une lacune, alors je déposerai un don à l'aide de 12 deniers et demi, je sacrifierai à Mercure 5 deniers, et à Maia, je sacrifierai 2 deniers et demi. Vous voyez, c'est une promesse de vœu, une nuncupatio voti. Un texte probablement du 1er siècle, du milieu du 1er siècle de notre ère. L'offrande qui aura été faite, si l'auteur du graffito a obtenu ce qu'il désirait, a pu consister en argent ou alors sa contre-valeur en nature, vraisemblablement une victime animale, ce qui va mieux avec l'emploi du verbe sacrifier. Il a sacrifié une victime qui valait tant. Voilà. Dans le même ordre d'idée, Tonderks, que j'ai déjà cité, a supposé que les boîtes à sceaux, les voilà, il y en a dans l'exposition, ces boîtes à sceaux qui servaient de manière générale à sceller les tablettes de bois une fois écrites, souvent des contrats, permettaient, dans les lieux de culte, de sceller des nuncupationes voti, des promesses conditionnelles de vœux, une hypothèse intéressante qui n'a pas été cependant unanimement acceptée. La latinisation et la romanisation postérieure à la conquête de César induisent des changements profonds dans l'organisation des lieux de culte et des offrandes qu'on y déposait en Gaule. Dans les sanctuaires gaulois de l'Athènes moyenne et finale, du IIIe au 1er siècle avant Jésus-Christ,
On trouve des armes, souvent pliées, donc défonctionnalisées, et des éléments de parure qui sont fréquemment rejetés dans les fossés qui enclosent le lieu de culte, en même temps que des reliefs de banquets, des amphores vinaires et des ossements animaux. On distingue ensuite d'habitude une phase de transition qui irait de 50 avant Jésus-Christ environ au début de notre ère, voire jusqu'à 50 après Jésus-Christ environ. Véronique Révaudoz, dans un article de 1991 qui a fait date, a proposé de considérer que ces offrandes de transition étaient essentiellement composées de monnaies, de rouelles, d'anneaux, d'armes miniatures. Ce n'est que dans la phase suivante qu'apparaîtraient les dons caractéristiques des dévotions de type romain et italien. Les statuettes, les offrandes représentant une partie du corps, ce qu'on appelle couramment les ex-voto anatomiques, les stèles et les autels inscrits, et ainsi de suite. Alors, c'est un article important, incontestablement. Cela dit, les progrès de la recherche amènent peut-être à nuancer ce point de vue. D'abord, la monnaie est toujours présente et on assiste même à un phénomène général de monétarisation de l'offrande, sur laquelle les graffitis de Châteauneuf de Savoie, dont j'ai parlé, portent à leur manière témoignage. On offre de l'argent ou des choses qui valent de l'argent. On offre fondamentalement de la valeur. On est vraiment dans une économie monétaire. Ensuite, sur un autre plan, on sait maintenant que les ex-voto anatomiques, ceux qui représentent une partie du corps, sont plus anciens qu'on ne le croyait. Au sanctuaire des sources de la Seine ont été effectuées des datations dendrochronologiques, vous savez, par les cernes du bois, des sculptures de bois, têtes, statues, jambes, viscères, qui se situent dans une fourchette chronologique, la fourchette chronologique de l'abattage du bois, entre 40 avant Jésus-Christ et 30 après Jésus-Christ, donc de manière beaucoup plus précoce qu'on ne le croyait. Je pourrais aussi vous citer l'exemple de Manicourt dans la Nièvre. Une fouille d'urgence en 2012-2013 a révélé un remarquable site gallo-romain avec un équipement architectural complet, temple, théâtre et thermes. Et puis plus au nord, dans une zone de tourbière, des pièces de bois, dont des jambes, une jambe isolée, donc un exoto anatomique, en chêne, taillé dans un arbre abattu en 26 avant Jésus-Christ. Ou encore à Chamalières, à l'occasion de la mise hors service de la source thermale des Roches, des milliers d'offrandes en bois qui ont été trouvées dans le griffon même de la source. Ils n'avaient pas été jetés dans l'eau, ces offrandes n'avaient pas été jetées dans l'eau, comme le montrent leurs bases qui font bien voir qu'elles étaient faites pour être exposées debout. Ce sont les fluctuations du niveau de l'eau qu'ils ont entraînées dans le bassin de captage. La minéralisation des bois, dans ce cas, a rendu impossible des datations dendrochronologiques. En revanche, le mobilier associé donne des indications convergentes. Une cinquantaine de monnaies d'Auguste Néron, mais avec une concentration au début de la période, de la céramique avec uniquement de la sigillée sud-gauloise. Au total, le lieu de culte fonctionne jusqu'en 70 de notre ère au plus tard, et dès la période augustéenne, sinon avant. Un peu plus tard, sans doute, mais pour les plus anciennes de la période augustéenne, apparaissent des offrandes représentant des parties du corps figurées, non plus en bois, mais sur des plaquettes en tôle de bronze. Le lieu de culte d'Apollon Moritasgus, en périphérie d'Alésia, fouillé par Émile Espérandieu à partir de 1909, puis par moi-même de 2008 à 2023, a donné le plus grand assemblage de tôles de bronze représentant des parties du corps que l'on connaisse. Certaines sont présentes dans l'exposition Gaulois mais romains que vous avez pu admirer. Au total, entre fouilles anciennes et récentes, 373 exemplaires, dont un tronc, vous le voyez, une tête, 7 doigts, 33 bassins au sexe masculin, une vulve, 2 ou 6 seins, et le reste, à la grande majorité, des paires-dieux. Et enfin, quelques indéterminés. Une seule porte
une inscription latine de dédicace. Elles étaient placardées contre le mur du fond, c'était placardé contre le temple octogonal et aussi contre le mur du fond du portique qui faisait face au temple octogonal à plan centré. Dans le même lieu de culte, les offrandes, cette fois-ci en pierre, les offrandes anthropomorphes ou anatomiques sur pierre calcaire sont un peu plus tardives, de la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère essentiellement. Mais elles renvoient aux mêmes catégories. Des effigies en pied, dont des petites statues d'enfants emmaillotés. C'est une statue d'enfant emmailloté mais acéphale, dépourvu de tête, qui a perdu sa tête, des têtes, des membres inférieurs et supérieurs, des seins et même des représentations d'animaux. Donc, des ex-voto anatomiques, des assemblages qui comprennent des ex-voto anatomiques et des offrandes associées qui viennent clairement du monde méditerranéen. On les trouvait déjà en grand nombre dans l'Italie centrale. Ils étaient là réalisés pour la plupart en terre cuite, mais aussi en Grèce. Cependant, on s'est longtemps refusé à admettre une dérivation ex-voto anatomique d'Italie, ex-voto anatomique de Gaule, à cause d'un apparent hiatus chronologique. Les offrandes de terre cuite de l'Italie républicaine auraient disparu depuis longtemps, au IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ, pensait-on, avant l'apparition d'offrandes anatomiques en Gaule. Cela dit, des découvertes spectaculaires, toutes récentes, changent aujourd'hui radicalement la donne. Vous avez peut-être entendu parler de cet extraordinaire lieu de culte de source à San Casciano dei Bagni, en province de Sienne, qui livre chaque année, depuis 2021, des statues, des bronzes, des statues, des enfants en lange et des parties du corps en bronze. Et on sait désormais, depuis 2024, que la clôture de la première phase du bassin sacré, première phase à laquelle appartiennent les statues, est datable du Principat de Caligula ou de celui de Claude, disons au milieu du 1er siècle de notre ère ou juste avant. Par conséquent, les ex-voto de bronze sont plus récents qu'on ne le croyait et ceux de Gaule romaine sont donc tout simplement contemporains. La mise en page des corps coupés est extrêmement proche et ne peut être le fait d'une coïncidence fortuite. Je vous montre par exemple une partie inférieure de corps féminin qui, vous le voyez, est coupée volontairement au-dessus du nombril, qui est la dédicate d'une certaine Aquilia Romana aux nymphes et qui vient donc de San Casciano dei Bagni en Italie et qui a toute une série de parallèles exacts, certes beaucoup plus frustes pour la plupart, en France, en Gaule, mais certains également d'excellente qualité, même si là c'est une partie inférieure de corps masculin, comme à Géromont, Gérouville, dans les Ardennes belges. L'une de ces statuettes se trouve d'ailleurs au Man, mais je crois ne figure pas dans l'exposition. Ce sont, et on pourrait multiplier les comparaisons, par exemple cette fois-ci les plaquettes Dieu, à San Casciano dei Bagni, à Martigny, aux sources de la Seine, je n'ai pas eu le temps de compléter la légende, ou à Apollon Moritasgus. Ce sont des preuves qu'il existe un langage figuratif commun des offrandes, très largement partagé, dont fait partie la Gaule, et plus d'ailleurs la Gaule du centre et de l'Est que la narbonnaise, qui pose un autre problème. Alors, cela signifie-t-il, j'ai presque terminé, qu'on offre les mêmes choses et dans les mêmes formes partout? Pour nuancer ce tableau, d'autres paramètres seraient à prendre en compte. Les analyser demanderait une autre conférence et je n'ai pas le temps de la faire maintenant. Je me contenterai de mentionner la langue des dédicaces. Pendant une bonne partie de l'époque impériale, il arrive qu'on continue à utiliser la langue gauloise concurremment au latin pour les mêmes objets et les mêmes formulaires de dédicaces. Ainsi, à Viévi et Couchet,
dans l'actuel département de Côte-d'Or. Vous voyez, il y a une des dédicaces qui est sur deux objets identiques, qui est en latin, et l'autre qui est en gaulois. À Châteaubleau, en Île-de-France, au sanctuaire de la tannerie, une tuile qui était rédigée en gaulois contenait peut-être une formule de souscription de vœux datable vers 200 de notre ère. Donc encore l'usage de la langue gauloise en pleine époque impériale. Je conclus très rapidement. Les deux dossiers que nous avons examinés, celui des formes matérielles que reflètent les biens immobiliers des dieux, les temples et leurs biens mobiliers, donc les offrandes, dessinent un panorama complexe où s'entrelacent étroitement éléments de différence et de ressemblance entre les Gaules et les autres parties du monde romain, en particulier avec Rome et l'Italie. En ce sens, et je le disais en commençant, il faut parler de religion romaine au pluriel et non d'un corps de doctrines et de pratiques unifiées. En ce sens aussi, il faut parler de religion provinciale, également au pluriel, avec le degré d'autonomie que cela comporte. Car, de même qu'il y a plusieurs religions romaines, il y a plusieurs religions de Gaule romaine, autant au fond que de communautés, ce qui ne dispense pas, bien sûr, de chercher à repérer récurrence et homologie, de chercher ce qui cimente cet espace du point de vue des cultes qui y sont pratiqués. Je vous remercie.